Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau débriefing. Nous recevons aujourd'hui Roxane Chafei, qui est porte-parole et fondatrice du collectif des Mamans Louves. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous accorder du temps pour parler de votre collectif, de ces initiatives. Vous êtes apparu au grand jour le 4 novembre lors d'une manifestation qui s'est déroulée place de la Madeleine à proximité de l'Élysée, mais pas à proximité immédiate puisque vous en avez été empêché, dans laquelle vous réclamiez à Emmanuel Macron une attention particulière à la cause des enfants. On va y venir. Et vous aviez prévu de... Vous êtes allé vous-même, je crois, déposer une lettre à l'attention du président de la République. Qu'a donné cette démarche? Ouais, c'est vrai, on était censé pouvoir y aller à plusieurs et puis au dernier moment, ça n'a pas été possible. Voilà, donc j'ai été la seule à pouvoir m'approcher de l'Élysée et de pouvoir déposer cette lettre aux yeux de tout le monde, des médias, et j'ai eu un petit récépissé. Sans surprise, hein, on n'a pas eu de retour d'Emmanuel Macron là-dessus pour le moment. Donc, on va essayer de relancer tout ça demain, qui est la journée internationale de l'enfance, dédiée à l'enfance. Donc, on va demander, en fait, on a demandé à toutes les mamans louves, qu'on est pas mal hein, quand même. On est plus de 7000 mamans louves en membres actifs. Après, on est beaucoup plus sur les groupes Facebook, tout ça, mais dans notre organisation, on est plus de 7000. Et en fait, on va déposer demain chacune une lettre auprès de nos préfets donc, et de nos élus locaux, c'est-à-dire auprès des mairies et auprès des préfectures. Une lettre qui demande en fait à nos préfets et à nos élus d'appuyer notre demande de débat euh, auprès de l'Élysée, tout simplement. Donc, on va faire une grosse opération de communication demain. Il va y avoir toutes les mamans louves qui vont poster une photo d'elles en train de poster cette lettre à leurs préfets et à leurs élus. Et voilà, on va faire un gros patchwork photo, nous aussi, pour montrer le nombre de mamans qui ont participé à cette opération. Donc, partout en France, demain, enfin aujourd'hui, jour de la publication, 20 novembre, journée internationale de l'enfance, des droits de l'enfant. Sur quel sujet vous souhaitiez avoir ce débat? Est-ce que c'est particulièrement sur des questions de santé, ou il me semble au contraire que ça dépasse même la simple question de la vaccination des enfants ou des protocoles sanitaires à l'école? C'est plus large sur la contestation de l'autorité parentale par l'État qui s'immisce de plus en plus à sa place. C'est bien cela? Oui, c'est ça. En fait, on estime que l'État aujourd'hui se substitue à notre rôle de parent et notamment de maman, puisque nous représentons les mamans, pour prendre des décisions déterminantes dans la vie de nos enfants. Et que ça, c'est pas acceptable en fait, parce que notre mot d'ordre, c'est que nous sommes les mamans et nous savons ce qui est bon pour nos enfants. C'est certainement pas des personnes qui ne les ont ni mis au monde, ni veillés, ni qui ne connaissent pas en fait les particularités de chacun de nos enfants, puisque chaque enfant est unique, qui peuvent prendre des décisions. On parle, par exemple, je vous donne un exemple, de l'instruction en famille, qui est soumis à partir de 2022, car le Conseil constitutionnel aujourd'hui nous enlève le droit en fait de pouvoir instruire les enfants en famille sous simple déclaration, ce qui était encore possible il y a quelques mois. Le Conseil constitutionnel a statué. Encore un droit qui est enlevé aux parents. Et ça, c'est plus possible. Donc oui, plus largement, notre responsabilité et notre autorité parentale. De manière globale, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a tellement de choses qui ne vont pas pour les enfants, notamment l'école. Hein. Là, on a vraiment un problème avec même beaucoup de professeurs qui parlent du niveau scolaire, qui parlent des méthodes aujourd'hui d'éducation qu'il va falloir revoir. Mais oui, là, nous, on a axé aussi beaucoup sur la politique sanitaire parce que la politique sanitaire à l'école, c'est un carnage pour les enfants. Et il est temps que ce carnage s'arrête. En fait, le mal a été fait. Maintenant, on a 1 an et demi de recul face à ces mesures sanitaires. 1 an et demi où des parents
essaye d'agir pour porter la voix des enfants, pour porter la douleur, je dirais même, des enfants. Et qu'on on ne nous écoute pas, en fait. On n'écoute pas les parents qui sont les principaux à savoir comment vont leurs enfants. Les parents ne sont pas des fous. Les parents ne sont pas là pour crier au loup quand il n'y a pas de problème. Si on en est là aujourd'hui et qu'il y a des tas de collectifs de parents, et nous, on est un mouvement, en fait, les Mamans Louves, c'est un mouvement qui regroupe des tas de mamans qui viennent elles-mêmes, pour la plupart, pas toutes, mais déjà de plein de collectifs de parents qui se sont créés bien avant ce mouvement. Et notre voix n'est pas entendue, c'est-à-dire qu'on a été voir tous les grades hiérarchiques de personnes qui étaient possibles de voir avant d'arriver à l'Élysée. On a été voir d'abord les directeurs d'école, et ils nous ont fermé la porte. On a été voir les directeurs d'académie, on a été voir les élus locaux, on a été voir les préfets, on a été voir les sénateurs, les députés. Beaucoup nous disent qu'ils sont d'accord, hein, qu'ils comprennent que les enfants souffrent, mais on a toujours le même retour, c'est oui, mais non, on ne peut rien faire, on a des directives. Et, et donc les directives viennent de l'État, viennent de l'Élysée, donc on ne peut rien faire. Donc c'est pour ça qu'on a été s'adresser directement à Emmanuel Macron, parce que ça fait 1 an et demi qu'on essaye de parler avec d'autres responsables, on va dire, et que finalement tous nous renvoient vers lui. Et est-ce que vous avez vu, à défaut d'avoir un écho, un dialogue qui s'installe avec les différentes strates d'autorité, est-ce que vous avez vu une évolution ces derniers mois ou ces dernières semaines, ou même depuis 15 jours, depuis votre dernière manifestation, au sein des parents d'élèves qui pouvaient ne pas se sentir tellement concernés jusqu'ici? Je pense par exemple en janvier dernier, il y avait une manifestation à Paris contre le port du masque pour les enfants, à laquelle il y avait sûrement plusieurs mamans louves en puissance, si on peut dire. Et elle disait souffrir pour beaucoup d'un certain isolement dans leur classe, parmi les parents d'élèves, donc le dialogue de sourds était déjà là, mais elles avaient en plus le sentiment d'être assez seules parmi les autres mères d'enfants. Est-ce que vous avez l'impression que sur ce plan-là, les choses bougent, comme semble Alors, l'indiquer le grand nombre de mères de Maman Louve qui ont rejoint votre collectif? ouais, ça a quand même beaucoup bougé depuis le début. C'est vrai qu'il y avait des mamans qui au début n'étaient pas très inquiètes, mais c'est parce que aussi en janvier dernier, et je sais de quelle manifestation vous parlez d'une manifestation qui était nationale dans 37 villes de France, qui a Oui, été organisée par Enfance et Liberté. je parle de celle Et de Paris parce que j'y étais, mais effectivement, c'était dans beaucoup de villes de France. ouais, ouais, on y était tous. Nos enfants souffraient déjà. Je viens d'être hier interrogée par une presse, et j'ai ressorti les dossiers en fait qui dataient de novembre 2020. Il y avait déjà au tout début des enfants qui souffraient énormément de maux de tête, de problèmes dermatologiques, de problèmes d'angoisse. Et ça, on avait commencé à alerter dès le mois de novembre, parce que quand on est arrivé sur les plus petits, il y avait déjà les ados qui souffraient énormément. C'est vrai qu'il y avait eu une plus grosse mobilisation quand les enfants, les 6-11 ans avaient été touchés. Mm. Ensuite, donc en mois de janvier, effectivement, il y avait beaucoup de mamans et de papas d'ailleurs qui se sentaient encore seuls, parce qu'en janvier, je pense qu'il y avait encore l'espoir pour beaucoup de parents que ces mesures soient provisoires, c'est-à-dire qu'elles durent 1 mois ou 2. Et là, on se rend bien compte que l'exception devient la norme, et que en fait, on ne voit pas le bout du tunnel. Et pire, j'ai envie de vous dire, là, il y a eu des écoles qui ont, vous le savez, commencé à démasquer les enfants dans les écoles primaires, je parle, et dans beaucoup de départements, la mesure était tombée. Mm. Et à peine quelques jours plus tard, et quelques semaines, 2 semaines, je crois, ça a été. Toutes les écoles ont dû recommencer à masquer les enfants en classe. Donc, c'est-à-dire qu'on a assisté à quelque chose de terrible. On a assisté au fait qu'il y ait des enfants, même des professeurs, qui vivent un moment de joie intense. Nous, on a eu des témoignages, ils se sont pris dans les bras. C'était vraiment la fin c'était une délivrance pour les enfants.
Et en fait, on pensait que justement, ça allait de plus en plus s'élargir à toutes les écoles, puisqu'aujourd'hui, on a énormément de recul, qu'il y a quand même un consensus scientifique sur au moins une chose, c'est sur le fait que les enfants en tout cas les tout petits, ne sont pas transmetteurs et qu'en plus, ils ne font que très, très, très rarement des formes graves. Donc, la mesure paraissait enfin, on se rendait compte qu'elle était complètement disproportionnée. Et que le bénéfice-risque, c'est-à-dire les problèmes que causait le port du masque, ne serait-ce que psychologiquement sur les enfants, sur les retards d'apprentissage, sur énormément de troubles psychologiques, d'anxiété, on avait l'impression qu'on avait avancé là-dessus, que ça y est, qu'on avait compris qu'il fallait arrêter ce carnage et que petit à petit, on allait commencer à démasquer les écoles. Et ben finalement, non, mais Emmanuel Macron a encore pris une décision quand il a pris la parole, c'est toutes les écoles, peu importe le taux d'incidence dans les différentes régions, et ben hop, on recommence, on remasque tous les enfants. C'est-à-dire que là, on est en train de leur expliquer aux enfants que quand vous pensez qu'il y a une fin, quand vous pensez que bien enfin vous êtes délivrés, et ben non, en fait, le danger rôde tout le temps. Les mesures qui vous font du mal, elles rôdent tout le temps et vous ne serez jamais tranquille. Et en gros, on est en train de les sidérer avec une peur qui devient la norme. Voilà. Et la peur, en fait, elle ne peut pas être constamment chez les enfants. Ce n'est pas possible. Il faut qu'une mesure provisoire, elle soit provisoire. Il faut qu'il y ait une fin. Et sachant qu'elle est complètement disproportionnée, cette mesure, et qu'elle fait énormément de mal aux enfants, parce qu'il y a le masque, qui est quand même un vrai sujet, c'est pas rien, un masque. Il y a des professeurs qui sont sans cesse en train de mettre des punitions aux enfants, d'être constamment en train de les reprendre par rapport à ce port du masque. Du coup, en fait, ils ne respirent jamais par rapport à cette histoire, sans faire de mauvais jeu de mots, mais ça, c'est pas rien. Ensuite, il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire il y a toutes les autres mesures. Là, maintenant, pour les plus grands, en plus, on a vous savez, le pass sanitaire qui fait que certains ne peuvent pas, parce que c'est compliqué à mettre en place, faire du sport. Il y a un moment donné, il faut que tout ça, on en parle réellement, parce que c'est inacceptable. On est en train de sacrifier des enfants pour protéger, pour que eux protègent des grands, d'après la politique menée. Or, nous, on considère que c'est un monde à l'envers, en fait, quand ce sont les enfants qui doivent protéger les grands. En fait, on ne sacrifie pas les enfants pour protéger les grands. Ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est aux adultes de protéger les enfants et pas l'inverse. Et certainement pas les sacrifier, certainement pas leur transmettre des valeurs complètement inversées et certainement pas leur transmettre des mauvaises valeurs. Les mauvaises valeurs qui sont des valeurs de discrimination parce que les enfants aujourd'hui font de la délation entre eux, se discriminent entre eux. Voilà, certains parents diront ouais, mais moi les miens ne sont pas comme ça. Certes, c'est pas parce que vos enfants se comportent bien, c'est pas parce que vos enfants ne souffrent pas qu'il n'y a pas des milliers et des milliers d'enfants pour qui ça ne va pas. Donc aujourd'hui, il est temps que les adultes prennent le sujet des enfants et remettent tout ça au centre parce que c'est vraiment la priorité d'une nation, ce sont les enfants. On fait tout ça pour eux, on laisse tout ça pour eux, tout ce qu'on fait, on leur lègue, et eux, ils n'ont rien demandé. Donc aujourd'hui, il est nécessaire, il est primordial qu'on remette les enfants au centre de toutes les préoccupations. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les personnes âgées, ça ne veut pas dire qu'on oublie les adultes. Ça veut dire qu'une société qui ne sait pas protéger ses enfants est une société malade et qu'on ne veut pas d'une société malade. On veut une société saine, sereine, et que clairement, si cette question des enfants n'est pas prise en compte là rapidement, c'est un carnage qui chaque jour fait plus de mal et il faut que ça, tout le monde en prenne conscience. Alors oui, il y a des mamans qui nous ont rejoints parce que, pour boucler la boucle, parce qu'en fait, aujourd'hui, elles se rendent compte que le fait d'avoir été bien docile et d'avoir bien écouté ce qu'on nous a dit de faire, eh ben, en fait, ça fait que ça devient une norme et c'est pas possible en fait. Ça peut pas devenir la norme de nos enfants, la peur, les mauvaises valeurs,
la culpabilité, parce que n'oublions pas quand même toute cette culpabilité qu'on remet sur eux, hein. N'oublions pas les affreuses publicités qu'on a faites où les enfants étaient potentiellement des tueurs de mamie qui allaient finir en réanimation. Tout ça, il faut que ça cesse maintenant. C'était déjà pas acceptable, on a accepté l'inacceptable. Et là maintenant, on va aller l'expliquer, le montrer et on va être très déterminés. Voilà, c'est-à-dire que là maintenant, on n'accepte plus. On ne laisse même plus le bénéfice du doute, de se dire que peut-être que notre gouvernement essaye de faire au mieux. Non, notre gouvernement a du recul maintenant. Notre gouvernement a reçu des tas de courriers. Notre gouvernement a eu des députés dans l'hémicycle qui ont parlé pour nos enfants. Et tout ça a été balayé d'un revers de main. Le Conseil d'État a tout balayé d'un revers de main. Le Conseil constitutionnel balaye tout d'un revers de main. Donc, ça suffit maintenant. On ne laissera plus faire. Donc, maintenant, on va grossir nos rangs et on va reprendre les décisions qui sont censées être les nôtres. C'est nous qui les prenons maintenant par rapport à nos enfants. Et il est hors de question qu'on laisse faire ce carnage parce que le mal a été fait. Maintenant, on va essayer de sauver les meubles. Parce que c'est bien gentil de la part d'Emmanuel Macron de sidérer tous les enfants et d'après lui leur donner des tickets psy, hein, parce que vous vous souvenez aussi qu'ils ont le droit à 10 tickets psy gratuits. Super. Enfin, remboursé par la sécurité sociale, c'est pas tout à fait gratuit en plus. Oui, bah c'est pas comme ça que ça se passe en fait. On laisse pas les enfants se faire sidérer, les enfants aller mal. Là, les hôpitaux pédopsychiatriques sont blindés. Les passages à l'acte, tous les psychologues en parlent. Je veux dire, c'est un fait maintenant. Les enfants se défenestrent, les enfants ne vont pas bien. Donc, il y avait des choses qui n'allaient pas bien avant les histoires de Covid. Le Covid a super accéléré, décuplé tous les problèmes. Donc, maintenant, on s'occupe des enfants. Et voilà. Et nous, en fait, nous, les mamans, louves, on est prêtes à mourir pour nos enfants. Que ce soit bien clair, on ne laissera plus ce carnage arriver pour nos mômes. Voilà. Et quand vous entendez Jean-François Timsit, qui est un chef de service qui s'exprimait hier soir sur le plateau de BFM TV, qui disait que faire vacciner les enfants entre 5 et 12 ans les libérerait du masque et serait une extraordinaire libération pour eux, pour vous, ça vous fait hurler d'entendre ça, que ça devienne que l'équation masque ou pas masque se transforme en masque ou vaccination. De toute façon, il y a une chose qui est claire, c'est que ce n'est pas aux gens de dire aux parents s'ils doivent vacciner ou pas leurs enfants. Le vaccin, c'est déjà, n'oublions pas qu'on est quand même en phase expérimentale encore d'un vaccin qui n'est absolument pas de recul. Les effets secondaires, il y en a quand même énormément, donc il faut aussi prendre ça en compte. Maintenant que chacun fasse en son âme et conscience pour son enfant, mais c'est certainement pas à des gens sur des plateaux télé de venir choisir ce qu'on doit faire pour nos enfants. Et ça, il est hors de question que notre vie soit régie par des gens qui ont décidé de faire la loi sur nos enfants. C'est hors de question. Quand un parent aura décidé de vacciner son enfant, ce sera son choix. D'ailleurs, il faut que les deux parents soient d'accord, parce que ça aussi, c'est pas normal qu'on ait autorisé à ce qu'il y ait une seule voix qui donne l'autorisation de vacciner les enfants en dessous de 16 ans. C'est une de vos revendications, notamment pour les adolescents de 12 à 17 ans, un seul parent, l'accord d'un seul des parents ou représentant légal peut suffire. Eh ben, si je peux me permettre, c'est encore un truc qui sent pas bon, parce que vous voyez, pour toutes les autres questions, aujourd'hui, un parent, même violent, même un papa, allez, imaginons, prenons le schéma, le truc schématique, le papa a frappé la maman, il est en prison, il a encore des droits sur l'enfant. La maman ne peut pas emmener son enfant chez un psy, même si elle l'emmène chez un psy à cause du papa, elle ne peut pas l'emmener chez un psy si le papa n'est pas prévenu et d'accord. Donc, comment ça se fait que pour la vaccination, on n'ait pas l'aval des deux parents obligatoirement? Ça pue. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que là, on est en train de créer en plus un cas de figure où l'enfant, lui, au milieu de tout ça, il peut se trouver dans un conflit de loyauté vis-à-vis d'un ou de l'autre parent. Et ça, c'est encore agir sur la psychologie des enfants. Et ça, on ne veut pas de ça. C'est-à-dire que là, il va falloir maintenant remettre un petit peu de bon sens, un petit peu de recul là-dessus, d'attendre.
Non, vous ne décidez pas si nos enfants doivent se faire vacciner, si c'est bien, si c'est pas bien. Qu'il y ait des recommandations, il y en a toujours eu au niveau sanitaire, mais le sanitaire ne peut plus prendre toute la vie de nos enfants, ne peut plus déterminer leur vie, leur liberté, leur joie, leur relation avec les uns et les autres. C'est hors de question maintenant. Il y a la question sanitaire, ça c'est quelque chose qui ne doit ni rentrer dans l'école, ni rentrer dans les familles comme ça et prendre toute la place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nos enfants, ils doivent avoir une vie normale, en fait, on va dire, si on peut encore parler de normalité. Ils doivent avoir une vie d'enfant. Ils doivent retrouver de l'insouciance, ils doivent retrouver un peu de sécurité mentale. Donc, ça suffit, en fait. Ce chantage ne peut plus durer. Vous êtes un collectif de mères, de mamans louves. Bon, tout le monde aura saisi l'image charnelle, presque animale de l'instinct que vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure. Mais les pères, les hommes dans tout ça, ils ont leur place? Ils sont là. C'est juste que Emmanuel Macron a fait beaucoup de communication. Emmanuel Macron, il est allé sur TikTok pour influencer les jeunes. C'est terrible. Emmanuel Macron, il va sur YouTube avec des YouTubeurs. Emmanuel Macron, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Un président, ça ne fait pas de la com comme ça. Ça, c'est moche. Donc, en fait, nous, on a décidé que c'était aussi une guerre de communication. Nous aussi, on a besoin de nous faire entendre. Et on a fait des collectifs de parents. Il y en a beaucoup. Et maintenant, on a essayé de créer une image forte, quelque chose qui est poignant et qui parle à beaucoup de gens. La preuve, c'est que ça a marché. C'est-à-dire qu'on a des mamans qui nous écrivent du monde entier. C'est simple, en une semaine, on avait 5000 personnes, ensuite on a eu encore plus de personnes, et maintenant on a des gens qui nous écrivent, que ce soit, on passe le bonjour à toutes les mamans louves des dom-toms, de l'île de la Réunion, de la Martinique, de la Nouvelle-Calédonie. Ouais, on nous écrit de Polynésie, on nous écrit du Québec. On a ouvert un canal Maman Louve Belgique, on va ouvrir un canal en Suisse. Il y a des mamans qui nous écrivent d'Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'instinct de mère, c'est quelque chose qui parle à tout le monde et qui n'est pas attaquable. L'instinct de mère, c'est plus fort que tout. C'est-à-dire que cette image de la maman de la maman louve qui protège son louveteau, eh ben, ça parle à tout le monde et même au papa. Et on ne fait pas de discrimination avec les papas. Les papas sont avec nous, les papas nous aident, les papas œuvrent énormément aussi. C'est juste que les papas, médiatiquement, ils ne viennent pas au devant de la scène parce que nous aussi, on fait un peu de com et cette com permet de rassembler. Donc, on ne va pas changer un truc qui marche. On a tenté une opération de communication qui a bien marché. On va la continuer comme ça avec les mamans parce que les mamans sont de cette image presque inattaquable. Donc, on n'a pas envie de se faire attaquer, ça suffit. On a eu trop de médias qui ont catalogué les parents comme si c'était des uluberlus parce que ces parents-là s'inquiétaient pour leurs enfants. Et ça, c'est terrible et c'est aussi un message qu'on lance aux médias. Ça suffit la propagande, messieurs, mesdames des médias. Ce que vous faites sera jugé un jour. Donc, arrêtez maintenant votre carnage. Moi, j'ai parlé à une rédac-chef d'un grand journal qui avait créé du fake sur une de mes histoires. C'était un média de fact-checking qui avait créé du fake. J'ai tous les échanges là, dispo, et je ne cherche pas à faire du mal. Mais quand on crée des fausses histoires, alors qu'on est censé faire du fact-checking, c'est très grave. Et j'ai demandé à cette rédac-chef de venir faire un sujet, justement, comme vous l'avez fait pendant les manifestations, pour porter la voix des enfants. Et j'ai demandé à cette dame, en lui disant, vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui vont pas bien. Moi, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Monde à l'envers. Et quand j'ai demandé, c'était en novembre dernier déjà, quand j'ai demandé des témoignages d'enfants, j'ai eu 900 témoignages en une journée. Donc, 900 enfants en une journée qui se plaignent de maux de tête, qui se plaignent d'angoisse, qui se plaignent. Elle m'a dit, mais moi, mes enfants vont bien. Donc, en fait, on a une rédac-chef d'un grand journal, mainstream, qui vous dit que le sujet des enfants ne l'intéresse pas parce que elle, ses enfants vont bien. La seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est de lui dire, Madame,
Vous n'avez peut-être pas de cancer dans votre famille, mais peut-être que la cause du cancer est une cause qui mérite quand même d'être, qu'on mérite quand même qu'on en parle. Pareil, vous n'avez peut-être pas de guerre en France, mais peut-être qu'en tant que journaliste, ça vous intéresse de savoir ce qui se passe dans les autres pays, non? Elle n'a pas su quoi me répondre. Voilà, donc en fait, les mainstream, ça suffit maintenant. On le sait que c'est l'omerta, on le sait parce que nos attachés de presse nous l'ont dit, parce qu'on le sait, que ce sont des sujets qui fâchent et que vous êtes pieds et poings liés avec ce qui ne fâche pas. Mais arrêtez cette propagande. Il y a un moment donné, la voix des enfants, elle est nécessaire. Les médias qui ont le plus parlé du 4 novembre, c'était des médias qui n'étaient pas là. Les seuls médias qui ont été là ont entendu la voix des enfants et ont été plutôt sympas avec les mamans louves et les porte-paroles. Ils ont sorti des articles qui relayaient quand même la souffrance de nos enfants. Les autres n'ont fait que de parler des soi-disant affrontements, parce qu'en plus, on ne peut pas parler d'affrontement, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, il suffit de faire du sensationnel. La vérité est déjà affreuse. Donc voilà, moi je fais un petit appel aux médias aussi. Arrêtez votre propagande et venez maintenant vous intéresser vraiment au sujet des enfants. Vous intéresser aux enfants et à ce sujet qui est primordial. Et c'est très grave d'étouffer toute cette souffrance. Parce que nos enfants ne vont pas bien. Ils ne vont pas bien. Tous les psychologues en parlent. Et il n'y a aucun média qui n'en parle, à part quelques médias comme le vôtre, qui sont des médias plus libres, on va dire. Voilà. Au-delà de l'aspect médiatique que vous venez d'évoquer, comment expliquez-vous que ce débat n'ait pas eu lieu alors qu'en apparence, on pourrait croire qu'il a eu lieu. Il y a eu des débats à l'Assemblée, au Sénat, différentes institutions ont quand même exprimé des avis sur les enfants, certaines sociétés savantes, des autorités de santé. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il n'a pas réellement eu lieu? Mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé pour nos enfants, à part leur donner encore plus de mesures. Je veux dire, il y a un moment donné, quand nous, on sait, nous, on les a, les témoignages, quand nous, on sait qu'on a des milliers d'enfants qui souffrent, quand on a des parents qui sont eux-mêmes en souffrance, est-ce que vous voudriez un jour que je vous fasse écouter le nombre d'appels qu'on peut avoir, que ce soit au sein des autres collectifs, des groupements de collectifs ou du mouvement qu'on a créé, nous, des Mamans Louves? On a des gens qui nous appellent tous les jours en pleurant, qui demandent s'il y a des cellules de soutien, parce qu'une maman qui voit son enfant souffrir, eh ben, c'est une maman qui est meurtrie aussi. Donc, il y a l'enfant qui souffre, il y a la maman qui souffre, il y a le papa qui souffre, et ça fait souffrir toute une famille, en fait. Moi, j'ai mon filleul qui est tombé 3 fois dans les pommes, 3 fois, à cause du port du masque. Et l'école ne veut toujours rien savoir. C'est-à-dire qu'il a un certificat médical, deuxième certificat médical, de médecins qui disent qu'il ne peut pas porter le masque parce que lui, ça lui donne de l'hypoxie et il tombe dans les pommes. Donc, quand on a une maman derrière à qui on répond non, votre fils, il est obligé de porter le masque parce que sinon, il n'a qu'à pas venir à l'école. Vous croyez que ça met dans quel état les parents, en fait? Et ça, c'est un cas, mais il y en a des milliers. Il y en a des milliers. La peur qu'ils ont fait aux enfants. Vous avez suivi que dans certaines écoles à l'époque où ils disaient après chaque bouchée, des enfants de tout petits, après chaque bouchée, il faut qu'ils remettent le masque, qu'ils remangent, qu'ils remettent le masque, qu'ils remangent, qu'ils remettent le masque. Et quand les enfants n'y sont pas arrivés, il y a quand même une école qui a fait venir la police dans la cantine pour intimider les enfants. Vous croyez que ça met les parents dans quel état, en fait? Vous croyez que c'est la société dont on veut pour nos enfants, que c'est ce qu'on veut pour leur psychologie, que c'est ce qu'on veut pour leur bien-être, pour leur... Ben non. Et on se sent complètement impuissant. Donc non, ils n'ont rien fait. Il n'y a pas eu de débat. C'est des sujets qui fâchent parce que oui, peut-être que l'État n'avait pas mis de dispositions dans son décret pour sanctionner les enfants. Mais les dérives, il y en a eu de partout. C'est-à-dire que la peur a investi tellement les écoles, les institutions, qu'on n'était plus en face de personnes humaines. Nous, on a des professeurs qui ont dit à des parents, je suis fonctionnaire avant d'être un être humain. Et on pensait que ces personnes-là rigolaient. Elles rigolaient pas.
Hmm. Oui, donc on est arrivé à un stade terrifiant de... On est arrivé dans un stade terrifiant. Et non, le débat n'a pas avancé. Et je vais vous dire, demain, on va faire une relance pour que ce débat ait lieu avec Hmm. Emmanuel Macron en personne, à sujet le plus important. On va prendre l'homme le plus important dans la hiérarchie, hein, et c'est le président. Et si il ne veut pas faire un débat avec nous, on va vous l'annoncer là ce soir, comme ça, en direct, en avant-première. Eh ben, on va quand même faire ce débat avec lui. Qu'il soit là ou pas, il nous entendra. C'est-à-dire que nous allons faire notre propre presse et on va lui expliquer tout ce qu'on a à lui dire. Et Et ça on va prendra quelle l'attendre. forme? Son siège sera vide. Son siège sera vide, vous organiserez un débat et lui, son absence sera manifestée par une politique de la chaise vide au sens propre. Les absents ont toujours tort et il aura le droit de venir à chaque fois. Mais on Hmm. va commencer Sans par lui. nous organiser ce débat sans lui, en espérant que ça lui donne envie de venir, puisque sinon il ne pourra pas s'exprimer et donc il ne pourra pas se défendre. Mais Hmm. on va reprendre nos droits de parents et nous, on va faire notre propre presse, parce que ça suffit, les médias qui étouffent tout ça, en fait. Hmm. Voilà, une petite info en avant-première pour vous. Merci, nos auditeurs seront ravis de l'apprendre. Vous avez une dernière question, vous avez pensé à essayer via son épouse, Brigitte Macron, qui est qui est réputée plus sensible à, en tout cas c'est ce qu'ont relaté plusieurs articles et même dans certains livres, elle est réputée plus sensible à ces questions de l'impact social, psychologique des mesures dites sanitaires. Vous avez essayé par cette voie-là ou vous pensez que c'est peine perdue? Non, on l'a pas fait parce que Brigitte, elle, est quand même assez cataloguée sujet secondaire. Hmm. Ah oui, vous Hein. voulez taper au plus haut. Eh ben, c'est pas ça, c'est que nous, on estime que c'est le sujet le plus important qui soit. Hmm. Et que c'est pas Brigitte, en fait, qui annonce toutes ces mesures affreuses pour nos enfants. C'est Emmanuel Macron. Hmm. Donc, c'est lui qu'on veut. D'accord. Et c'est ce que vous allez réclamer à nouveau en déposant demain la lettre au préfet et au maire. Donc 20 novembre, journée hautement symbolique, vous dites en introduction de votre lettre. Je voudrais lire la fin. On reproduira l'intégralité dans l'article, mais vous la concluez en disant: Nous attendons de vous que vous puissiez également faire reconnaître l'urgence de la situation et que vous le fassiez savoir à vos instances supérieures dans les plus brefs délais. Ce débat, vous l'aurez compris, est plus que nécessaire et urgent. Nous sommes persuadés que le devenir des enfants de France gagnera votre considération. Nos enfants ont besoin d'être entendus. Donc, c'est la conclusion de la lettre que vous déposerez demain devant toutes les mairies de France, enfin partout, en tout cas où il y aura des mamans louves qui se mobiliseront. Euh, pour conclure, que dites-vous à celles, d'abord celles, mais aussi ceux qui voudraient vous soutenir, vous rejoindre? Par quelle voie peuvent-ils vous atteindre? Alors, c'est très simple pour l'instant. Ils peuvent passer par Facebook. On a un groupe qui s'appelle Maman Louve en Action. On a aussi un canal Telegram qui est un peu plus compliqué à trouver, mais vous pouvez nous écrire sur Facebook et on vous donnera le canal Telegram. Venez nous rejoindre. Maintenant, il est temps qu'on se mette vraiment tous à œuvrer pour nos enfants. On l'a fait, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Et pour toutes les mamans qui pour l'instant, hésitent encore à venir s'engager, j'ai envie de dire, venez. Venez les mamans, venez les papas aussi. Mais bon, nous, on est un groupe de mamans, donc les papas, ils sont en back-office En avec nous. deuxième ligne. Euh, oui, mais on a beaucoup de papas qui nous aident. Hein. Mm. Faut pas croire. C'est pas parce qu'ils apparaissent pas médiatiquement qu'ils ne sont pas là. Et oui, venez parce que nous, on a créé un espace sécurisé avec les mamans loups. On fait très attention à nos prises de parole. On tient à préciser qu'il n'y a absolument pas de politique là-dedans. On ne va pas loin dans les théories. Chacun a le droit de penser ce qu'il ou elle veut. Et juste, nous, le discours, il est très clair. Il est sur notre responsabilité de maman, de parents qu'on veut garder. Et bien sûr sur l'urgence d'aller porter la voix des enfants et qu'on entende leurs souffrances. Voilà, parce qu'il y a des mamans aujourd'hui qui ont peur d'aller dans certains mouvements, dans certains collectifs, parce que ça les met en danger. Elles ont peur de passer pour une complotiste, elles ont peur de... Eh ben, chez nous, dans les mamans louves, on fait très attention à ce qu'on dit, on fait très attention à notre communication exprès
pour que les mamans puissent venir dans un lieu sécurisé où elles n'auront pas peur de passer pour ci ou ça. Parce qu'en fait, nous, on s'arrête à ce qui est déjà très grave. On n'a pas besoin de déballer nos théories ou nos idées. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun a le droit d'adhérer à son parti politique. Chacun, voilà, nous, il n'y aura pas de parti politique chez nous. Il n'y aura pas d'idées imposées. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que le parent garde la responsabilité. Nous, ce qu'on veut, c'est que demain, on puisse faire prendre part dans les décisions qui seront prises pour nos enfants via... il y aura des moyens, on est en train de les chercher, on est en train de les trouver et on va les proposer. Donc voilà, on crée un mouvement qui sécurisera toutes les mamans qui auront peur des étiquettes. Venez nous rejoindre parce que chez nous, il n'y aura pas d'étiquettes. Voilà. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Roxane Chafei, de nous avoir accordé du temps pour parler de votre initiative et de votre collectif grandissant qui, du coup, demain, samedi 20 novembre, Journée internationale des enfants, de l'enfance, saura se déployer pour marteler votre message partout où il sera nécessaire, où il est nécessaire à vos yeux qu'il soit entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amer. Merci à François et à toute l'équipe. Merci à tous d'avoir suivi ce débriefing et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.